poussaient des cris quand même pas comme avant. Ils s'en doutaient de quelque chose. Et ils avaient peur. Ils viennent gratter toujours la porte d'entrée quand il y a un coup dur. Les enfants s'en ont aperçu. Parce qu'autrement, il se peut que celui-ci, là, ce petit jeune ici, il aurait été complètement étranglé. Hein. Ah oui, sa petite cabane, là, s'est déplacée de 5 mètres. Jeudi 15 octobre 1987, à 21h30, un vent de 102 km/h à Ouessant, une nuit d'enfer commence pour l'Ouest. Bretagne Midi, Bruno Donas. Véritable paysage de désolation que la Bretagne après le passage de la tempête de cette nuit. Le vent a soufflé jusqu'à 150 voire 180 km/h, du quasiment jamais vu avec des dégâts à la hauteur de la force du vent. Le vent a soufflé à 90 nœuds, traduisé par un peu plus de 165 km/h. C'est une première pour la station météo de l'Anbiway depuis sa création en 1946. Le précédent record, si je puis dire, avait été établi en 57 avec 144 km/h. Écoutez cette habitante de l'île de Saint. C'était comme un cyclone, hein, pareil. On a connu des tempêtes, mais pas de cette force-là. Un témoin privilégié, c'est le gardien du phare de la Vieille, placé juste en face de la pointe du Raz. Il était, c'est le moins qu'on puisse dire, aux premières loges cette nuit. Vous avez déjà connu ça, vous? La mer, oui, la mer plus grosse même que ça, hein. Mais pas autant de vent, hein. C'est assez impressionnant, hein. Une vache de 650 kg a été emportée sur 35 mètres par l'ouragan. Je n'ai absolument rien vu, il y avait seulement du vent partout. Beaucoup d'air, et puis les portes claquaient partout. J'ai entendu un bruit, je suis retourné. Le toit de la basilique Sainte-Trinité, un peu comme un bouchon de champagne, est sorti de la maçonnerie. Ça a décollé. Je l'ai vu planer un peu comme une feuille morte, comme une soucoupe volante, et atterrir. Je vous assure que c'était extraordinairement impressionnant. L'archiprêtre m'a dit sous forme de bouteille d'après que c'était un miracle, et je lui ai dit qu'il était peut-être plus compétent que moi en la matière. À titre indicatif, les clochers de Pont-de-Croix et de Trégarantec en Lesneven ont été décapités. Le calvaire de Saint-Cadou s'est effondré. Fort heureusement, on ne compte que 5 blessés légers et 3 naissances, puisque 3 parturientes ont accouché sur la route dans les ambulances bloquées par les chutes d'arbres. Bien sûr, il est impossible de vous rapporter l'ensemble des sinistres enregistrés, mais on signale déjà plus de 3500 interventions des pompiers sur l'ensemble de la Bretagne. Moi, ça fait 18 ans, je suis là-dedans, un pompier, et puis bon, j'ai vu des tempêtes, mais pas comme ça. Hein. On estime que dans certains secteurs, 90% des vieilles plantations sont détruites. En agriculture, pour le maïs, il ne reste plus qu'à utiliser l'huile de coude et prendre son courage à deux mains. Dans de nombreux cas, il faut répondre à l'urgence, comme près de Lannion ce matin, où des militaires de Dinan ont sauvé 20 000 dindes. Bâtiment zéro. Il n'y a plus rien debout. Tout est mort. C'est vraiment un amas de bois, déviré, de tôle. Autre difficulté de la vie quotidienne, le relogement de tous ceux dont la maison ou l'appartement a été ravagé. Heureusement qu'on a été relogé tout de suite, quoi. Parce que je sais pas ce qu'on aurait fait, quoi. Parce que c'est bien beau de rester chez la belle-mère, mais on est bien chez soi. Hein. Pour ce qui est de l'état de catastrophe naturelle, je crois que si les conditions n'étaient pas réunies en fonction de ce que j'ai vu, je me demande quand est-ce qu'elles le seraient. Nous avons mobilisé 250 personnes avec des véhicules parce qu'il faut faire un constat
de la situation pour voir où sont les incidents, où il y a eu des problèmes. Et nous avons mobilisé aussi 4 hélicoptères, un de la protection civile, 2 de l'armée et un d'une entreprise privée, de manière à faire des visites rapides de l'ensemble de nos lignes, et notamment de nos lignes moyenne tension, qui sont des lignes de structure très importantes pour l'alimentation de nos grands postes. Et nous espérons que les 6 grands postes sources coupés par le réseau de transport seront rétablis assez vite. On a fait main basse sur les bougies. Impossible d'en trouver une seule, même une bougie de Noël ou anti-moustique. Plus une. Il ne restait que des bougies d'anniversaire, un peu justes pour s'éclairer. 2 boulangers sur 3 sont fermés dans le Sud Finistère faute d'électricité. À 10h ce matin, on ne trouvait plus un seul pain à Pont-l'Abbé. Dans une boulangerie de Châteauneuf-du-Fou, cet après-midi, 120 baguettes sont parties en 5 minutes. Certaines personnes piétinaient depuis 1 heure. Sécurité, de Brest, le Conquet Radio, de Brest, le Conquet Radio, de Brest, le Conquet Radio. Diffusion du bulletin météorologique spécial BMS. Écoutez-moi sur les fréquences 1806, 1673, 2691 kHz. Origine, prévision. Le 15 octobre 1987 à 20h20, temps universel. Avis de fort coup de vent à violente tempête large sur sol, Manche-Ouest, Ouest-Bretagne, Nord-Gascogne. Situation générale le 15 octobre 87 à 18h TU et évolution. Dépression 960 hectopascales au nord-ouest immédiat de la Corogne se dirige vers la Manche qu'elle atteindra en milieu de nuit. Météo, vous êtes à l'écoute du répondeur du centre départemental de météo de Brest et du Tabar. Avis de vent fort et forte pluie prévue. Première dépression 988 hectopascal au large de la Bretagne. Deuxième dépression 995 hectopascal.
On a envie de savoir ce qui s'est passé exactement cette nuit dans le ciel. Alors je propose la réponse de Claude Fons, le responsable de la station météo de Brest-Guy Pavas. Des tempêtes de cette importance, certainement pas depuis 1945, puisque tant au niveau des valeurs de la pression, la valeur minimale de la pression ayant été de 950 hectopascales, ce qui représente une valeur extrêmement basse, et tant au niveau des vents, puisque à Guy Pavas, nous avons enregistré des pointes de l'ordre de 150 km/h, ce qui constitue le record de vent absolu depuis 1945. Il y a eu en particulier, enregistré par les sémaphores, un certain nombre de points où les vents en rafale ont dépassé 200 km/h et le record appartient au sémaphore de la Pointe du Roc qui a enregistré 230 km/h de rafale. On constate qu'il y a eu une variation de pression analogue à celle d'un cyclone tropical. Il y a eu une baisse extrêmement rapide de la pression suivie d'une hausse extrêmement rapide également de la pression. Plus la variation est importante dans un espace de temps de l'ordre d'une heure, plus le vent est fort, ce qui a été le cas pour la tempête que nous venons de subir. J'ai été sorti de mon lit au cours de la nuit en me disant que ma porcherie était tombée. Et je suis sorti tout de suite et j'ai pu me rendre à l'évidence. Il n'y avait plus de porcherie, tout était par terre, tout était rasé. Et tous mes pas étaient pris sous les gravats. De tués, il n'y en a eu qu'un, mais il y a eu pas mal de blessés, de coincés sous les gravats, sous la charpente tombée. Il a fallu chercher une porcherie à louer pour pouvoir recaser toutes ces bêtes, et le plus rapidement possible, parce qu'il y avait des grands, mais il y avait aussi des petits qui craignent le froid et les courants d'air. Donc on se pose des questions, même s'ils ne vont pas être malades par la suite. Malheureusement, il y a plus que ça, puisque tous les maïs sont par terre, tout est couché dans des conditions très dures à récolter, presque impossibles. À 10h du soir, le courant était déjà coupé. Alors le lendemain matin, évidemment, et pas question non plus. Alors, j'ai inspecté les lignes aux alentours pour voir les dégâts qu'il y avait, et puis non, c'était trop important pour qu'on puisse avoir le courant dans la journée. La première chose qu'il a fallu faire, c'est de commencer par traire les vaches, installer le tracteur. Mais l'entrée de la salle de traite était bloquée par les décombres, les gravats du restant du toit. Il a fallu passer presque deux heures à les dégager. On était à 3 ou 4 personnes à le faire. Les enfants? Avant de commencer après. Alors on n'a toujours pas d'électricité, il faut toujours traire avec le tracteur dans la pénombre. Et le lait qu'on traite, on le jette directement au caniveau parce que la laiterie ne prend pas la responsabilité de le prendre. Il n'est pas réfrigéré. On n'arrive plus à... On est désorganisé, alors on ne sait pas trop par quel bout commencer. Puis, on n'a même pas eu le temps de débarrasser encore les gravats. On s'occupe uniquement des bêtes. Les bâtiments, ça viendra après. Sur le coup de 10 heures, là, je suis sorti de la maison et là j'ai vu que le toit du tunnel plastique commençait à s'envoler. J'ai accroché une corde au tracteur pour réussir à retenir, puis je ne pouvais rien faire. Je suis rentré dans la cave et puis je suis resté là parce que j'avais peur de monter même à l'étage à la maison, peur qu'elle serait tombée, même parce que vu la force que le vent avait, il y avait les morceaux de verre qu'on entendait partir, les murs ne pas sortir du tout. Vu la force que ça avait, on les branche, on les entendait tomber, les arbres se casser, tout ça. C'est le matin après qu'on a pu constater les vrais dégâts. Il faut reconstruire à neuf les serres. J'estime à peu près une dizaine de millions d'anciens francs, je parle. Ce qu'il y a dedans, il faut compter la même somme, sans compter le travail qu'on a passé autour, sans compter le travail.
suis venu le premier à 5h30, j'étais là, quoi. Je venais pour travailler, puis j'ai vu toute l'usine cassée, quoi. Tout le toit était effondré, tous les gravats étaient dans l'usine, quoi. Tout était en vrac, quoi. Je suis sorti de chez moi, il était 10h30 le soir. Je venais de regarder la télé, le film donc à la télé. Et je me suis rendu compte que la tempête était beaucoup plus violente de ce qu'on a l'habitude de voir par ici. Parce que tout ce qu'il y avait dans mon jardin volait. Et je me suis tout de suite inquiété pour mon bateau. Et quand je suis arrivé, je n'ai pu voir qu'un bateau qui était sur les flots, qui était tout seul, qui venait de larguer ses amarres et qui partait sur les rochers. Une fois sur les rochers, j'ai essayé de grimper dans le bateau, j'ai réussi à y monter, je l'ai mis en route, j'ai réussi à le décoller de la roche, et là j'ai dû traverser le port de la forêt, où il n'y avait plus de lumière, les pontons commençaient à se déplacer, j'ai quand même retrouvé le chenal, je l'ai traversé, j'ai réussi à échouer mon bateau sur la cale. Malheureusement, la marée n'était pas pleine, il restait encore 2 heures de montée, donc le bateau a été inondé. Le vent a commencé à souffler encore plus fort, beaucoup plus fort, ça a s'amplifié d'heure en heure, jusqu'à ce qu'on voit les toits des hangars sur le port voler en miettes, des planches à voile qui s'envolaient littéralement, et on était impuissants. De toute manière, moi je ne pouvais plus rien faire, mon bateau était sur le sec, il était inondé, mais il n'aurait plus bouger. J'avais qu'une chose à faire, c'était rentrer chez moi, et ce qui n'a pas été facile d'ailleurs, parce que des arbres étaient tombés sur toutes les routes entre temps. Il a fallu un certain laps de temps pour regagner ma maison. Donc c'était assez dingue à voir. C'était la peur de ma vie, je crois, faut le dire. Ce bateau, je l'ai acheté en juin dernier, donc ça fait pas très longtemps, ça fait 4 mois. Ça lui fait une carrière assez brève, si on peut, si elle devait s'arrêter maintenant. On se demande ce qui va nous arriver, ce que vont nous donner les assurances. Ensuite, il y a le fait qu'on est à terre maintenant. Il n'est plus question d'aller en mer, évidemment. En plus, on va vers l'hiver, c'est la période la plus creuse pour nous. Disons, avant le printemps prochain, on ne gagnera plus notre croûte. Donc, il ne nous reste qu'à espérer que l'État fasse quelque chose. C'est une catastrophe parce que, d'abord, je ne peux plus aller en mer, ça me manque énormément déjà. Le fait de voir les collègues partir tous les matins, ça fait assez mal parce que c'est un métier qu'on fait pas, c'est pas un métier qu'on fait uniquement pour gagner de l'argent, c'est une passion. On va pas en mer, on n'est pas marin, on fait pas toute une carrière dans la marine de pêche si on n'est pas motivé, si c'est pas une passion, c'est pas possible.
presse nationale s'intéresse plus à la tempête qui souffle sur la Bourse qu'à celle qui a ravagé la Bretagne. Alors que les quotidiens régionaux et les radios de service public du réseau Radio France Bretagne Ouest et Radio France Armorique, ainsi qu'FR3, regorgent d'informations sur l'événement, les médias parisiens n'ont, semble-t-il, pas pris la mesure de la catastrophe. Pas un mot dans Libération, 2 colonnes dans Le Figaro en page 14, 2 colonnes dans Le Monde en dernière page. TF1 hier soir à 20h a préféré rendre compte des inondations au Japon. Autant d'exemples qui, une fois encore, donnent quelque inquiétude quant à l'importance de la solidarité nationale. Les réactions de lecteurs, d'auditeurs ou de téléspectateurs indignés sont en tout cas nombreuses à nous parvenir ici à RBO. Ah, dis donc, catastrophe en Bretagne. S'il n'y a pas 10 000 morts, c'est pas vendeur, Coco. Je crois qu'en ce qui concerne les dégâts causés à l'électricité et au téléphone, tout rentrera dans l'ordre dans le courant de la semaine. Par contre, les dégâts causés à la nature, tout rentrera dans l'ordre dans 50 ans. Voilà, monsieur le préfet, Bernard Grassin, merci pour toutes ces précisions. Madame, vous êtes quimpervoise? Oui, monsieur. Je suis né à Quimper et j'ai même habité dans cette maison-là en face. Et ça vous fait pas triste? Ah ben, sûrement que si, mais je vous assure que j'ai pleuré quand j'ai vu ça. Hein. Oh, c'est effrayant de voir des choses pareilles.
paysage de votre enfance qui est parti. Ah oui, il était beau, hein. Quand je pense que ce mont Fuji était si beau, et vous vous rendez compte, mes parents et moi, on allait faire toute cette balade là au printemps, et il y avait un monsieur qui habitait là aussi, qui jouait du corps de chasse tous les printemps, là, monsieur Le Naour. Alors vous vous rendez compte? La fête foraine, elle n'existera plus beaucoup, je crois. Il y avait tous les grands manèges, et il y avait toutes les loteries, et dans le fond, il y avait encore un manège. Tout ça, c'était rempli, c'était gai, tout le monde. Il y avait une foule là-dedans. Formidable. Le raton également? Eh bien, dis-donc, ça fera 2 ratons laveurs. 2 gagnants, 2 ratons laveurs que l'on vient de choisir à l'instant même le client. C'est formidable, c'est sans sas. Les arbres ont été replantés en 1935. Je devais avoir 14 ans. Je me rappelle très bien. Hein. Je crois que c'était des ormes avant. Ils étaient pourris, ces arbres. On les avait replantés des platanes. C'est fini tout ça. Moi, je voudrais bien revenir en arrière. Hein, j'aime autant vous dire. Pour revoir tout ça. Mais hélas, c'est fini ça. Et ces arbres-là, moi, je ne les reverrai plus. Quand je pense, c'était tout le paysage de mon enfance, moi, que je verrai plus. Il n'y a que les enfants qui verront ça. C'est tellement long, vous vous rendez compte, 25 ans, il faut pour que ça pousse un arbre. C'est terminé maintenant pour moi.